Bon, bah, il semble que la salle soit à peu près remplie, donc on va faire comme si tout le monde était là et commencer doucement. Peut-être par la présentation des musiciens. Donc, immédiatement à ma droite, vous avez Guy-Franck Richard, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur, donc un pur spécialiste du génome, mais en particulier des instabilités du génome, si j'ai bien suivi. À sa droite, Betty Piccioli, qui est aussi une scientifique de haut vol. Non, Betty est écrivain, elle est en particulier auteure de plusieurs romans jeunesse, le dernier étant Robustia, je crois. Et très récemment, félicitations, directrice du festival Métal Hurlant à Rennes, pas très loin, Ouest Hurlant, pardon, excusez-moi. Directrice du festival de l'Ouest Hurlant. Et Guillaume Lecointre, qui est aussi un biologiste, cette fois c'est vrai, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle. Et toi, je crois que tu es spécialiste plutôt de systématique, c'est-à-dire du positionnement des différents vivants les uns par rapport aux autres. Je ne vais pas avoir l'imprudence de définir la systématique. On va bien sûr parler dans une table ronde qui s'appelle La meilleure des mondes de manipulation du génome, mais j'aimerais commencer par le b.a.-ba, par des rappels. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pourriez nous rappeler, non pas forcément ce qu'est le génome, mais positionner l'histoire de la sélection naturelle, comment on peut non pas manipuler le génome, mais arriver à modifier le génome par la sélection naturelle, par la sélection sexuelle, et d'une façon générale, où en était-on avant de commencer à faire des choses compliquées avec la biologie moléculaire? Mon collègue pourrait commencer par dire ce que c'est le génome, et ensuite on peut parler de comment les humains travaillent sur les génomes depuis plus de 6000 ans, sur les génomes animaux et végétaux. Guy-Franck, donc, qu'est-ce qu'un génome? C'est un lancer de balle. Le génome, c'est l'ensemble des composants génétiques qui sont présents dans le noyau de chaque cellule, de chaque être vivant. Le génome, c'est l'ensemble des gènes. Alors, qu'est-ce qu'un gène à l'heure actuelle? Le plus on séquence de génome, plus on se pose la question de ce qu'est exactement un gène. C'est une notion qui est maintenant pas complètement évidente à définir. Un gène, c'est une portion, ce qu'on pourrait dire, c'est une portion d'ADN qui a une fonction dans la cellule. Voilà, qui a une fonction biologique dans la cellule, qui va s'exprimer sous forme d'ARN, de différents ARN, de multitudes d'ARN. Et certains de ces ARN vont être traduits en protéines, mais pas tous. En fait, la grande majorité ne sont pas traduits en protéines. Donc le génome, c'est l'ensemble de tous les gènes. Et quand on a commencé, moi j'ai eu la chance extraordinaire de commencer ma carrière scientifique en faisant une thèse sur le séquençage du génome de la levure, Saccharomyces cerevisiae, qui était un programme européen de séquençage, et qui après a été étendu aux États-Unis, au Japon, etc., au Canada. Et en fait, à l'époque où ce programme a commencé, on connaissait quelques centaines de gènes dans le génome de la levure, et on a découvert que ce génome contenait en fait plus de 6000 gènes, enfin en disant environ maintenant 6000 gènes, et on s'est rendu compte également que l'information qu'on avait en séquençant ce génome, l'information du tout était supérieure à la somme des parties. C'est-à-dire que c'était pas uniquement la séquence des gènes qui était intéressante, c'est voir comment ces gènes étaient disposés sur les chromosomes et comment ces chromosomes étaient organisés dans le noyau. Et on a appris énormément de choses en séquençant des génomes entiers, alors qu'avant on n'avait que à notre disposition quelques gènes, même voire quelques centaines de gènes. Donc voilà, le génome c'est tout ça, et de ça est née une science qu'on appelle maintenant la génomique, qui est donc la génétique était l'étude du transfert du matériel génétique lors de la descendance, et l'étude de ce matériel génétique, comment il évolue au cours du temps, et la génomique est l'étude des génomes. Donc les génomes sont devenus des objets d'étude à part entière. Voilà. Et pour répondre à votre question sur la manipulation que les humains opèrent sur les génomes, pas un seul génome, mais sur une population de génomes, ça fait à peu près 15 000 ans que les humains travaillent les génomes des espèces qui les entourent. D'abord avec la domestication animale. Une des premières domestications qui a pu se faire jour, ça a été celle du loup. Alors les dates, les différentes études ne donnent pas exactement les mêmes dates. On est sûr qu'il y a 15 000 ans, c'était déjà à l'œuvre. Ça pourrait être un peu plus vieux que ça. En tout cas, on a fait du loup des chiens. Alors, il ne s'agit pas, là je répète bien, hein, il y a un problème d'échelle qu'il faut bien cibler tout de suite. Il ne s'agit pas de manipuler le génome d'un ou de quelques individus, mais c'est par des croisements
c'est par des croisements sélectifs que l'humain contrôle, c'est ce qu'on appelle la sélection artificielle, que il va advenir un génome qui ne serait jamais apparu dans la nature, en quelque sorte. Les humains ont façonné, en quelque sorte, on peut le voir comme ça, des génomes par croisement sélectif qu'ils manipulaient eux-mêmes. Il y a un article qui est sorti d'ailleurs dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines et qui montre, ça illustre par quel processus on s'y prend. Les loups ont des expressions faciales. Ça n'a pas l'air comme ça, on n'y est pas sensible, mais les loups ont des expressions faciales, et notamment, il existe des muscles autour de l'œil qui peuvent indiquer légèrement contractés, ce ne sont pas des muscles très puissants, mais très légèrement contractés. Les loups perçoivent entre eux la posture de soumission ou la posture d'imploration. J'implore, je quémande auprès de toi une bienveillance ou une part du butin qu'on est en train de se partager ici. Et les humains, ayant récupéré des loups isolés, ayant même fait se reproduire des loups au sein de leur propre société, trouvaient très mignon le petit loup qui quémande le lait auprès de ses parents. Et finalement, les humains ont reproduit, par leur action du choix des partenaires sexuels, ils ont favorisé la reproduction de ceux des petits qui avaient les yeux les plus implorants. Et dans cet article compte rendu de l'Académie des sciences, eh bien, il apparaît que, à travers la domestication du loup en chien, les humains ont sélectionné cette posture de chien battu, là, cette espèce d'expression de chien implorant, qui est très très subtile chez les loups, mais qui est très prononcée chez les chiens. Et ça, c'est les humains qui ont sélectionné ce trait. Alors, on a parlé de sélection, hein, vous avez cité le mot. Là, on est vraiment sur des phénomènes de sélection artificielle. Vous voyez bien que pendant 15 000 ans, on n'a pas travaillé directement sur des génomes, mais on a travaillé sur des traits qui, pense-t-on, sont là sous l'effet d'une impulsion génétique quelque part. Et on n'est pas conscient des gènes qu'on sélectionne, on sélectionne d'abord des traits. Donc les humains ont vraiment fait émerger des génomes qui n'existaient pas dans la nature, mais pas en travaillant sur les génomes, si mon propos est clair. Après, on pourrait parler de sélection naturelle, évidemment. Dans la nature, toutes les espèces qui existent font beaucoup plus de petits qu'il ne peut en survivre dans le milieu. Le vivant est saturant. Il y a un adage populaire qui dit « la nature a horreur du vide hein ». Le vivant est saturant. Nous faisons tous, nous vivants, beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir. Donc la mort est la règle et la survie est l'exception. Et si ce n'est pas la mort, certains ne donneront pas autant de petits que d'autres. Et qu'est-ce qui va faire le tri ? Ce sont les contraintes de l'environnement. On va parler de limites peut-être. Oui, les limites pour le vivant sont structurantes, justement. Les limites, c'est ce à quoi les vivants vont se cogner quand ils vont faire trop de petits. Et ces limites-là, qui sont physiques, température, hygrométrie, ensoleillement, disponibilité des ressources minérales, disponibilité des ressources biologiques, etc., tous ces paramètres vont faire que, au bout du compte, ceux qui sont momentanément pourvus des combinaisons de traits qui leur permettent de faire plus de petits que les voisins, vont arriver à se maintenir dans le milieu. Et ça, c'est le même phénomène que la sélection artificielle, sauf que ça se fait tout seul, sans que personne l'évolue. Et ça aussi, ça façonne quelque part, puisqu'on revient au génome, on ira plus loin tout à l'heure sur les génomes, mais ça aussi, ça façonne les génomes quelque part. Les génomes d'aujourd'hui sont des produits de l'histoire, et tout n'est pas performant dans un génome, on y reviendra tout à l'heure. Il y a des trucs qui ne marchent pas bien, il y a des trucs qui sont bizarres, et ça, c'est parce que les génomes proviennent d'une histoire du vivant. Et est-ce qu'on a aujourd'hui atteint un niveau de technicité tel qu'on saurait refaire la même chose, typiquement travaillant sur les génomes, prendre des loups et en faire des chiens en quelques générations, simplement, non pas par de la sélection naturelle à très long terme, par des agriculteurs ou par des éleveurs, mais par un travail direct sur les molécules et sur le gène ? Alors oui, là, je peux répondre là-dessus, puisqu'il y a des choses qui ont été faites dans un domaine qu'on appelle la génomique synthétique, ou génomique de synthèse si vous préférez. Il y a eu des projets qui ont fait suite au projet de séquençage du génome humain, qui a abouti donc en 2001 avec la publication du premier génome humain. Et suite à ça, les gens se sont dit, on a des séquences, mais est-ce qu'on ne pourrait pas reconstruire des organismes ? L'idée, c'est un peu, vous êtes un peu bricoleur, vous avez une voiture, vous allez enlever un élément, 2 éléments, vous allez voir par exemple si vous enlevez le volant,
La voiture, vous ne pouvez plus la conduire. Si vous enlevez le moteur, ça ne va pas bien marcher non plus. Et puis il y a des éléments qui sont moins importants. Par exemple, les essuie-glaces. Vous enlevez les essuie-glaces, la voiture, elle peut toujours rouler, mais vous vous rendez compte de l'utiliser des essuie-glaces uniquement quand il pleut, évidemment. Et là, vous dites, ah, tiens, c'est à ça que ça servait. Donc les généticiens des 50, 60 dernières années ont fait ça. Ils ont enlevé des gènes dans les génomes et puis ils ont regardé ce qui se passait. Et parfois, il y avait quelque chose qui était évident, le gène avait une fonction très importante, et donc on se dit, tiens, ce gène, il sert à ça. Et puis parfois, c'était pas évident de savoir à quoi servait le gène. Et un jour, on s'est dit, bon, on sait synthétiser de l'ADN, on sait le séquencer, peut-être qu'on pourrait essayer, non plus de démonter une à une les pièces de la voiture, mais peut-être qu'on pourrait essayer de fabriquer les pièces, indépendamment les unes des autres, et reconstruire une voiture. Et comme ça, on comprendrait mieux comment fonctionnerait cette voiture. Et donc, c'est toute l'idée derrière la génomique synthétique. Et de cette idée, il y a 2 projets qui ont émergé. Un à l'Institut dirigé par Craig Venter aux États-Unis et un autre piloté, un projet international piloté par Jeff Bucke, également aux États-Unis. Et donc, chez Craig Venter, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une bactérie, Mycoplasma genitalium, qui est une bactérie. Bon, l'avantage, c'est que son génome est petit. C'est un parasite obligatoire des cellules humaines. Il est impliqué dans des maladies du tractus urogénital. Et donc Mycoplasma a un génome circulaire qui fait 600 000 bases, donc 600 000 ATCG. Et donc ce génome a été découpé en une centaine de morceaux, avec des moyens informatiques. On a découpé ce morceau en une centaine de morceaux, donc d'à peu près 6000 bases chaque morceau. Et puis ces morceaux ont été synthétisés de façon chimique dans des synthétiseurs d'ADN. Et puis ils ont été réassemblés. Et donc ce chromosome synthétique, entièrement fabriqué par l'homme à partir de ATCG, a été réintroduit dans une bactérie, et donc on a montré que cette bactérie était capable de vivre avec ce génome synthétique. En même temps, donc Jeff Bucke pilotait un projet de synthèse du génome de la levure Saccharomyces cerevisiae, qui est un organisme extrêmement étudié en génétique, qui possède 16 chromosomes, dont le génome fait à peu près 12,5 millions de nucléotides. Donc vous voyez, on a 600 000 bases, bases nucléotides, pareil. 600 000 bases pour Mycoplasma, 12 millions et demi pour la levure. Et donc, de la même façon, tous ces chromosomes de la levure ont été synthétisés par petits bouts. Ces petits bouts ont été assemblés en grands bouts, qui eux-mêmes ont été assemblés en méga grands bouts, qui eux-mêmes ont été assemblés en chromosomes et réintroduits dans la levure les uns après les autres. Et le dernier chromosome vient d'être fini là et réassemblé. Et bientôt, il va y avoir sûrement une publication pour annoncer que Saccharomyces cerevisiae synthétique est disponible. Et donc, ce qui est intéressant dans ce genre d'approche, c'est pas uniquement la performance technique que ça représente, les sommes d'argent considérables que ça représente, c'est surtout le fait qu'on peut modifier ces génomes. Et ce qui a été fait dans le cas de Saccharomyces cerevisiae de la levure, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont enlevé du génome absolument tous les éléments répétés. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans la levure, il y a à peu près 2 à 3% du génome qui contient des éléments répétés dont la fonction n'est pas toujours claire. Donc ils ont enlevé tous ces éléments répétés. Ils ont également introduit des sites qui permettent de faire des mutations, d'enlever des gènes de façon un peu aléatoire et de faire de la sélection en laboratoire et de voir quels sont les génomes qui fonctionnent bien et ceux qui fonctionnent moins bien. Donc vraiment de faire de l'évolution dans un tube à essai, dans une phase de culture en laboratoire. Et puis d'autres modifications qui étaient très intéressantes. Et en fait, ça permet de simplifier quelque part le problème. Parce que le problème qu'on a en biologie, c'est que la levure, c'est assez simple, Mycoplasma, c'est assez simple, le génome de l'Homo sapiens, c'est extrêmement compliqué. Il y a plus de la moitié de notre génome qui est constitué d'éléments répétés, dont on ignore la fonction. Ils en ont peut-être une dans le passé, ils en ont peut-être une dans le futur, mais ils sont là, un peu comme on a des bouts de rétrovirus, on a des bouts d'éléments transposables, on a des séquences répétées, on a des tas de choses dont on ignore un peu la fonction, et donc ça rend l'étude des génomes complexes difficile. Et donc par des approches de génomique synthétique, on peut en quelque sorte simplifier des parties de ce génome et essayer de mieux comprendre à quoi certains éléments servent. Voilà. Donc ça c'est un peu l'idée derrière la génomique synthétique. Et suite à ces 2 projets, donc Mycoplasma et la levure, il y a un projet qui s'appelle Human Genome Write, qui a été lancé par Jeff Bucke et par George Church aux États-Unis. Et ce projet consiste à essayer de réécrire un petit chromosome humain, donc le 21 ou le 22, enfin un des plus petits, de le réécrire de façon synthétique et de le réintroduire dans une cellule humaine, et comme ça d'essayer de comprendre un petit peu mieux comment les gènes qui sont sur ce chromosome s'expriment et fonctionnent. Voilà, il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, on peut aussi imaginer un des projets de ce programme Human Genome Write, c'est par exemple si on introduit tous les gènes de biosynthèse d'une vitamine.
Vous savez que les vitamines, même par définition, on ne les fabrique pas nous-mêmes, on est obligé de les ingérer dans l'alimentation, mais elles sont absolument indispensables à notre survie. Et imaginons qu'une cellule humaine soit capable de synthétiser de la vitamine C ou de la vitamine D ou de la vitamine A. On pourrait se passer de cette vitamine dans l'alimentation. Et donc ça, ce sont des choses qui font partie du projet Human Genome Right. Alors, inutile de dire que c'est pas demain la veille que tout ça va aboutir. Hein. C'est des choses qui coûtent extrêmement cher, des consortiums à la fois académiques, privés, philanthropiques, etc. Mais voilà, ce sont des choses qui sont en cours. Pardon, il y a un complément qu'il faut apporter, c'est pourquoi est-ce qu'on fait des génomes minimaux en fait ces organismes qui émaneraient d'un génome minimal, c'est intéressant évidemment qu'on comprenne comment un génome fonctionne, hein. Bon, là, ça vient d'être dit, mais on peut se rassurer d'une certaine manière parce que du point de vue du biologiste, pas du point de vue du biotechnologue, mais du point de vue du biologiste, ces génomes minimaux, ils sont déjà morts pour l'évolution. Ils sont déjà morts parce que si vous avez bien compris que l'évolution, ce sont les aléas par lesquels une population va passer et comment cette population va être filtrée par les aléas de l'environnement au cours de son parcours historique, en quelque sorte, le devenir d'un lignage généalogique, il est aléatoire. Il est aléatoire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des machins qui servent à rien. Il faut qu'il y ait du superflu. Il faut qu'il y ait de la redondance. Il faut qu'il y ait du gaspillage. Je refuse absolument cette idée qu'une cellule puisse être parcimonieuse ou qu'une espèce puisse être parcimonieuse. La nature n'est pas parcimonieuse, justement. On se trimballe tout un tas de trucs historiques qui servent à rien, précisément parce que ce qui sert à rien aujourd'hui pourrait être éventuellement. Si nous le contenons, si les populations l'ont maintenu, ce machin qui sert à rien, c'est bien parce que peut-être demain, le mal foutu d'aujourd'hui sera le mieux pourvu demain, au travers des aléas de l'environnement. L'efficacité d'un lignage biologique, il tient à sa capacité à rebondir, mais on rebondit par rapport à de la ressource qui n'était pas là pour ça au départ. Et si on a compris ça, les génomes synthétiques ne sont pas du tout une image de ce qui permet de comprendre l'évolution. Ça permet de comprendre comment la cellule fonctionne ici et maintenant. On est dans un régime explicatif du comment ça marche. Et ça, évidemment que c'est utile, bien sûr. D'ailleurs, Venture dit lui-même, les cellules minimales, les génomes minimaux sont là comme des plateformes minimales dans laquelle on peut réinsérer un gène dont on aura besoin que le produit soit synthétisé par la cellule en question, hébergeant ce génome. C'est une plateforme technologique, beaucoup plus que quoi que ce soit qui ait rapport avec l'évolution biologique. Donc ne nous trompons pas de cible en quelque sorte, c'est-à-dire que ces plateformes, elles sont là pour servir les biotech, elles ne sont pas là pour nous apprendre quelque chose sur l'histoire du vivant. C'est trivial ce que je dis, elles sont là pour nous apprendre finalement comment fonctionne au minimal une cellule. Et je mettrai un peu plus tard une réserve sur le culte du gène, mais peut-être que on va faire un intermède sur un autre sujet. Ouais. Absolument. Mais Betty, est-ce que ce genre de choses te parle? Toi, tu crées des univers. Je crois que dans Robustia, tu as une société divisée ou ségrégée en quatre sous-sociétés. Est-ce que tu as réfléchi au processus de sélection au moment de créer ces choses? Et en particulier, est-ce que cette idée qu'on doit trimballer tout un tas de trucs qui ne servent à rien, comme disait Guillaume, est aussi vraie pour un créateur? Est-ce que tu cherches des sociétés minimales qui peuvent fonctionner en tant que telles, ou est-ce que tu te donnes aussi des espaces de liberté avec des choses plus ouvertes? Alors, c'est vrai que dans Robustia, je me suis intéressée à la question notamment de l'eugénisme, mais on est dans un monde qui est à tendance médiévale, donc il n'y a pas d'histoire de modification du génome par des scientifiques, par exemple, mais comme c'est une société où en fait la force physique est au centre de tout, puisque la ville est entourée de monstres qu'il faut combattre et toute la société est articulée autour du combat de ces monstres, fatalement, les gens les plus forts physiquement, les combattants, etc., sont au sommet de la société.
et moins on est fort, plus on diminue, et donc ça pose la question carrément d'un quartier protégé où on met les vieillards, les personnes en situation de handicap et toute personne qui ne peut pas combattre en fait. Et forcément je questionne ces sujets-là puisque la combattante principale qui est la narratrice a une maladie qui est l'endométriose et qu'elle cache pour ne pas qu'on la vire en fait, comme si elle devenait inapte au combat à ce moment-là. Donc c'est des questions que je me suis posées, mais jamais pour l'instant, parce que c'est pas des sujets que je maîtrise, jamais du point de vue scientifique. Mais qui sont aussi des questions, je pense, qui se posent au niveau sociétal dans notre société d'aujourd'hui et auxquelles la science-fiction répond toujours, enfin répond depuis très longtemps et continuera à répondre, si tant est qu'on puisse vraiment répondre à une question aussi vaste que cela. Mais après, pour en revenir à la deuxième partie de ta question, c'est vrai qu'en tant que créateur, quand on crée un univers, on dit souvent que l'écrivain écrit, met dans le livre à peu près 30% de ce qu'il a créé. Et encore, je pense que le chiffre est peut-être un peu bas, parce qu'effectivement, il faut de l'inutile autour et des choses qui pourront servir plus tard ou qui ont servi avant. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, dans toute création, on a besoin que les choses soient vastes pour que ce qui fonctionne puisse opérer maintenant et fonctionner plus tard grâce au reste. Voilà. Tu disais que l'eugénisme faisait partie de tes thématiques. Comment te documentes-tu pour ce genre de choses? Tu lis des articles, tu discutes, tu viens des festivals pour discuter avec des scientifiques. Quelle est la procédure? C'est vrai que du coup je me suis pas penchée sur la partie vraiment scientifique, parce que je suis partie du principe que dans Robustia on était sur de la sélection naturelle en fait, poussée par la société, mais du coup naturelle, parce que les combattants vont avoir tendance à rester entre eux, à se reproduire entre eux et à augmenter leur force physique. Grâce à ça, on suit notamment une famille qui est implantée depuis plusieurs générations et qui veut garder son implantation. Après, moi, j'ai surtout suivi des contenus, j'ai envie de dire, militants, parce que c'est vrai que les questions d'eugénisme et aussi par extension de validisme sont très, très importantes, je pense, dans notre société aujourd'hui. Et ces questions de modification potentielle du génome et d'évolution du génome, forcément, posent d'autres questions éthiques qu'on voit émerger depuis quelque temps. Et je pense que c'est intéressant qu'on puisse parler de ces questions éthiques-là aussi. Oui, d'autant que l'eugénisme n'a pas attendu la découverte des génomes pour exister. Il provient de l'obsession des sociétés anglo-américaines, enfin des tranches bourgeoises des sociétés anglo-américaines, leur obsession du déclin de la société. Faut remonter à Herbert Spencer, faut remonter à Galton, en France à Gobineau, enfin des gens qui se disent si nous laissons tous les humains se reproduire selon leurs souhaits indistinctement, les populations socialement désirables sont en minorité, les populations socialement nécessiteuses sont en majorité. Ça c'était le discours de Spencer ou celui de Galton. Il mobilisait tout un tas de statistiques pour voir les conséquences qu'aurait le laisser-faire reproducteur dans une société qui se voudrait sélective par finalement la maîtrise des croisements. Et ça c'est bien connu, début XXe siècle, ça a conduit à des programmes dans certains pays, pas tous, mais dans certains pays, ça a conduit à des programmes de stérilisation de personnes perçues comme socialement indésirables. On a stérilisé des déficients mentaux et des déficients physiques en Virginie, par exemple, et en Suède, jusque dans les années 70. Il faut quand même le savoir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'eugénique négative. Ça a pas eu... Ça a eu beaucoup, ça a fait des dégâts humains, bien sûr, mais statistiquement, ça n'a pas eu énormément d'effets à l'échelle de la population. Il y a aussi une eugénique positive, c'est-à-dire une eugénique positive qui consiste à mener des politiques qui encouragent la reproduction des couches sociales perçues comme socialement
désirable, promouvable en tout cas. Et ça, c'est un autre versant des programmes eugénistes. Bon, tout ça, j'ai tendance à dire que c'est du passé. Je ne connais pas de pays actuellement, ou alors détrompez-moi, je ne connais pas de pays actuellement qui ait de véritables programmes eugéniques spécifiques, enfin, je veux dire, explicites en œuvre. Voilà. Mais en tout cas, c'était pour dire qu'on n'a pas attendu l'accès au génome pour se préoccuper finalement de faire sur l'humain ce que l'humain fait sur les espèces domestiques, à savoir maîtriser les croisements en fonction d'un certain nombre de critères souhaitables ou non souhaitables. De quel genre de constante de temps parle-t-on? Tout à l'heure, tu parlais de 15 000 ans pour les loups, pour les techniques traditionnelles. Là, tu parles de darwinisme social. Ça se joue sur des décennies. Avec les techniques modernes de manipulation du génome, il faudrait combien de temps pour développer un surhomme? C'est une affaire d'années, c'est une affaire de décennies aussi? Par croisement ou par bidouillage moléculaire? Je pensais au bidouillage moléculaire, mais d'une façon générale, c'est vous les experts. Donc, quelle serait la meilleure ou la pire méthode pour plonger aujourd'hui? Déjà, je ne sais pas ce que c'est qu'un surhomme, personnellement. Donc, je serais bien incapable d'en fabriquer un. Maintenant, il y a des gens qui essayent de modifier un gène dans un génome qu'on sait responsable d'une maladie pour laquelle il n'existe absolument aucune thérapie à l'heure actuelle. Je pense aux certaines maladies neurodégénératives comme la maladie d'Huntington ou Steinert, des choses comme ça, dont on sait que l'origine est monogénique, c'est-à-dire on connaît le gène, et on connaît le gène depuis maintenant 30 ans, dans le cas d'Huntington et de Steinert, et on essaie de modifier ce gène pour le corriger. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis très longtemps maintenant, une bonne dizaine, voire quinzaine d'années, avec des outils modernes, et on n'en est pas encore là. D'accord ? Et je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps avant qu'on en soit là, pour des tas de raisons qui sont dues à l'incomplétude de nos connaissances sur le génome et sur l'imperfection des outils qu'on utilise. Et ça, c'est pour modifier un gène. Donc on pourrait imaginer que si on voulait construire, entre guillemets, un surhomme, à l'heure actuelle, même je suis incapable de définir ce qu'est un surhomme, mais c'est quelque chose qui est complètement hors de notre portée, bien évidemment. C'est intéressant, le mythe du surhomme, parce que alors, la science-fiction s'en fait l'écho, parce que ça répond à une peur, mais cette peur, elle est associée à un mythe auquel certains de nos concitoyens certainement adhèrent, c'est cette idée que il suffirait de manipuler le génome pour faire un surhomme. On peut tenter, en effet, d'agir, mon collègue vient de le dire, c'est difficile déjà, rien que d'agir sur un gène pour essayer de, ne serait-ce que guérir une maladie d'origine génétique. Donc ça, c'est déjà difficile. Mais cette idée qu'on pourrait produire une qualité générale d'un humain qui soit telle qu'on l'appelle surhomme, en quelque sorte, juste en manipulant son génome, ça, il y a déjà quelque chose à rappeler, c'est qu'un humain est beaucoup plus que la somme de ses gènes. Et ça, je crois que la première chose à dire, c'est celle-là, c'est que le mythe du surhomme est nul et non avenu. Et d'ailleurs, la peur, je vais aller même plus loin, je ne cherche pas à être provoquant, hein, la peur des manipulations génétiques, elle est même déjà surfaite, parce qu'un organisme ne se résume pas à la somme des impulsions génétiques de son génome. C'est pour vous dire à quel point le mythe du surhomme est prégnant dans nos sociétés, c'est que ça fait du business, cette histoire-là. Alors c'est le moment de la pub, c'est le moment que je vous parle de ce superbe bouquin qui s'appelle « Aux frontières de l'humain », où il y a un chapitre qui s'appelle « Je suis un animal d'exception hein, »,« Je suis un champion »,« Je suis un cyborg »,« Je suis un mutant »,« Je suis immortel ». Et puis à la fin, on va tous y passer, rassurez-vous. Signature à la librairie tout à l'heure à 12h45. Ça, c'était la pub. Mais je vous lis ce qu'on a mis dedans, parce qu'on s'est bien amusé. En 1980, donc 1980, c'est la date de création d'une banque de sperme à San Diego, en Californie, qui a recueilli pendant 20 ans les semences de prix Nobel et d'individus au QI exceptionnel. 218 ans. Alors ça fait de l'argent. Hein. Il y a des gens qui ont monté cette banque et qui font payer très cher pour donner accès à ce sperme d'exception. 218 enfants sont nés de ce commerce autorisé aux États-Unis, permettant de choisir des donneurs de sperme sur catalogue. Choisissez le sperme qui fournira le surhomme de votre choix, en quelque sorte. C'est un peu ça l'idée. Hein. Ceux-ci sont maintenant adultes et aucun d'entre eux n'est particulièrement génial. Alors, tu seras un prix Nobel, mon fils. Est-ce que la manipulation du génome
Ou est-ce que la manipulation des croisements, parce que là, il ne s'agit pas de manipuler des génomes, mais il s'agit de manipuler des croisements. Mesdames, sur catalogue, vous pouvez choisir le donneur de sperme génial. Il y a un culte génocentré aux États-Unis et en Angleterre. Alors, génocentré, ça veut dire quoi? C'est cette idée qu'un individu s'explique totalement par la somme des impulsions de ses gènes, ou par ce qu'on appelle le contrôle, parce que le génocentrisme relève d'une notion de contrôle. Les gènes contrôleraient totalement ce qui fait l'individu une fois constitué, même à son stade adulte. Imaginez un prix Nobel. Il faut déjà avoir une longue carrière derrière soi. Ça serait en raison de vos gènes que vous êtes prix Nobel. C'est ce qu'on appelle le réductionnisme génétique et le génocentrisme. Et cette idée-là, si on veut avoir une bonne vision de la biologie, ou si on veut comprendre ce que nous sommes en tant qu'êtres biologiques, il faut la combattre, cette vision, parce que les gènes ne contrôlent pas, ils participent. Aujourd'hui, la biologie a bien changé, on n'est pas dans la biologie d'il y a 50 ans. Les gènes sont importants, bien sûr. Ils participent à ce qui nous constitue. Mais quand je dis participe, je sous-entends qu'il y a autre chose qui intervient. Et quand je dis autre chose, c'est pas mystique du tout. Le développement embryonnaire est une aventure qui n'est pas totalement régie dans son déroulement par la somme des gènes qui va l'impulser. Quand je dis impulser, ça veut dire que c'est une cascade d'événements. Une cascade d'événements qui, à chaque étape, a son degré de liberté. Plus vous augmentez les niveaux de complexité dans un être biologique, plus vous voyez émerger des propriétés à un certain niveau qui ne sont pas explicables par les propriétés cumulées des parties constituantes. C'est ce qu'on appelle l'émergence, en fait. Un état mental, prenons le cas du surhomme qui serait génial, par exemple, un état mental ou une capacité mentale, certes, elle dépend d'un substrat génétique et d'un substrat matériel. Si j'avale 1 litre de whisky, là tout de suite, mon état mental va sérieusement changer. Sachant que l'éthanol est neurotoxique, ça veut dire quand même évidemment que mes capacités psychiques dépendent d'un substrat matériel qui le sous-tende, bien sûr. Mais néanmoins, si je me mets à vouloir expliquer ce que c'est qu'un état mental, j'ai besoin d'une théorie spécifique en sciences. Je ne peux pas résumer un état mental à partir du bagage explicatif dont je dispose à l'échelle du génome. Dit autrement, la théorie de la génomique, la théorie de la biologie n'est pas nécessairement exactement la même que la théorie de la psychologie expérimentale. Il y a émergence de propriétés qui fait que les différentes sciences à différents niveaux d'interprétation d'un être biologique ont différentes théories à leur disposition. Ça, c'est ce qu'on appelle l'émergence de propriétés surnuméraires, et on est incapable, il faut le dire, autant si on prend une pièce du génome, on peut modifier, bien sûr, il y a des maladies mentales qui sont liées à des altérations génétiques, ce qui montre bien que le gène contribue à faire quelque chose, mais pour autant, c'est pas parce qu'il contribue qu'il fait tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, la totalité des capacités mentales, constitutivement dépendent d'un substrat matériel, mais explicativement, on ne peut pas expliquer les états mentaux à travers la somme des explications dont on a besoin pour comprendre un génome. Alors ce surhomme dont il est question là, il faut rappeler, à la limite, on va se tranquilliser, on va se dire les manipulations d'un génome, pour moi, c'est pas véritablement un problème dans la mesure où je suis convaincu qu'un organisme est beaucoup plus que la somme de ses impulsions génétiques. Le développement embryonnaire n'est pas le déploiement d'un programme, c'est une aventure. Et ce qui fait de vous un prix Nobel, c'est encore plus une aventure. Alors imaginez, tu seras prix Nobel, mon fils. Si la capacité à être un prix Nobel est complètement incluse dans les gènes, comme semble le suggérer ce commerce qui est fait de sperme de Nobel, imaginez que si vous faites par exemple un enfant avec votre épouse déjà, si vous êtes Nobel, elle va diviser par 2 votre représentation génétique dans la descendance. Il y a aussi des femmes prix Nobel. Alors, à moins qu'elles soient Nobel, elles aussi. Alors que les Nobel se reproduisent entre eux, et là on est sur un vrai programme d'eugénique positive, bien sûr. Donc le prix, déjà le nombre de gènes dans la descendance va être divisé par 2. Donc s'il y a quelques gènes qui font que vous êtes prix Nobel, je le dis de manière caricaturale, étaient là, ils ne seront plus que la moitié déjà bing dans la descendance. Ensuite,
Ensuite, il faudrait que vous ayez fait des études à peu près similaires à celles de vos parents pour arriver à être prix Nobel. Et puis, quand bien même arriveriez-vous à être dans les bonnes écoles et dans les bonnes universités, dans un monde anglo-saxon, c'est très important. Ensuite, il faut pouvoir rentrer en tant que chercheur. Là aussi, la compétition est rude, mais elle est liée en partie à des déterminants aléatoires socio-économiques, bien sûr. Hein. Est-ce que Jacques Chirac, en 1932, par ses gènes, était prédisposé à devenir président de la République? Je parle de Jacques Chirac parce que c'est un truc dont on a parlé dans un des bouquins qu'on a fait là-dessus. Évidemment, la trajectoire historique a filtré, d'étape en étape, a filtré le devenir du futur Jacques Chirac président dans des isolats socio-économiques de plus en plus étroits. Il faut faire la bonne école, il faut avoir fait l'ENA. Ensuite, même à l'ENA, il faut avoir eu un certain réseau de relations qui font que le prix Nobel, c'est pareil. D'autant plus qu'il faut quand même que vous sachiez qu'on ne rend pas le prix Nobel à toutes les sciences. Il y a des sciences qui sont ignorées par le prix Nobel. Moi, je suis systématicien, vous avez dit tout à l'heure. C'est le mec qui fait de la science des classifications. Tout le monde s'en fout au truc Nobel. Là. Jamais un systématicien, aussi génial soit-il, n'aura le prix Nobel parce qu'il y a des sciences qui échappent totalement au radar du prix Nobel. Et donc il faudrait que vous ayez quand même fait la bonne science pour arriver un jour à être prix Nobel. Et voilà. Donc vous voyez que on n'en parle pas l'absurde, mais ce génocentrisme dont on parle là, normalement, si on l'abandonne, ce génocentrisme, il devrait vous relaxer. Cool avec les manipulations génétiques. Un organisme, c'est beaucoup plus que ses gènes, quoi. Et on en parlait tout à l'heure, ça m'a fait penser à ça, les races de chiens aujourd'hui, enfin, à force de les modifier, de le croiser en choisissant des traits très particuliers pour qu'ils soient mignons, petits, le nez écrasé, etc., on a quand même, en un siècle, là, créé des animaux qui sont dans des états de santé très préoccupants. Et oui, parce que justement, on n'est pas dans la sélection naturelle, on est dans la sélection artificielle. Et qu'en contraignant des croisements d'une manière extrêmement rapide par rapport au temps de génération de l'espèce, on a fait ce qu'on appelle de la consanguinité, ce qui n'advient qu'extrêmement rarement dans les milieux naturels. On a créé de la consanguinité et qui a... qui a rendu, alors je ne vais pas employer de termes techniques, hein, mais disons que des gènes déficients, par hasard, ont pu se retrouver en copie double chez les individus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une copie ne compense pas l'autre dans la fonctionnalité qui est perdue pour la copie déficiente. Et donc, on se retrouve avec des fragilités extrêmes, en effet. Ouais. C'est d'autant plus amusant l'histoire des prix Nobel, c'est qu'en fait, quand on regarde un peu les prix Nobel, particulièrement ceux en médecine et physiologie, nombre d'entre eux, en fait, ont fait des découvertes complètement par hasard. Ce qu'on appelle la sérendipité de la science, serendipity en anglais, complètement par hasard, des choses qui étaient absolument imprévues, imprévisibles, et donc voilà. Et donc c'était pas des gens particulièrement brillants, c'était juste des gens qui se sont dit à un moment, tiens, là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je m'y attendais pas, voilà. Donc ça, évidemment, c'est pas inscrit dans les gènes le hasard. J'aurais envie de vous laisser échanger comme ça pendant longtemps, mais je vais peut-être garder un peu de temps pour les questions de la salle. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser des questions à nos intervenants? D'abord, est-ce qu'il y a un micro volant? Oui. Bonjour d'abord, merci beaucoup pour cette intervention. Du coup, moi j'ai une question, donc aussi en lien avec la science-fiction, par rapport aux mutations des gènes, par rapport à la radioactivité. Est-ce que vous étudiez ça ou c'est quelque chose qui est... Alors, la radioactivité, effectivement, les rayons X, les rayons gamma, cassent l'ADN. Donc ça, c'est des choses dont on ne veut pas. Et il y a des mécanismes extrêmement complexes qui sont là pour réparer les cassures de l'ADN. Nous, en laboratoire, c'est un processus un peu violent, parce que c'est pas, on ne dirige pas ce qu'on veut. On peut irradier des cellules avec des rayons X ou des rayons gamma. On va faire des dizaines, des centaines, des milliers de cassures de l'ADN dans ces cellules qui vont en mourir la plupart du temps. Et donc, c'est pas très... disons que c'est des choses qui ont été utilisées il y a longtemps, qui ont été étudiées il y a longtemps.
Suite évidemment aux événements de la Seconde Guerre mondiale et à l'utilisation de l'énergie nucléaire, les gens se sont posé des questions sur quel est l'effet des radiations sur les cellules et sur l'ADN. Donc ça a été très étudié. Maintenant, je dirais que ce ne sont pas des choses qu'on utilise de nos jours en laboratoire pour faire des modifications de génome ou pour altérer des gènes. Ce sont des méthodes qui ne sont pas du tout précises. On casse l'ADN de façon aléatoire à des tas d'endroits. Et donc, voilà. Ça fait partie... On parlait tout à l'heure d'un vivant dispendieux et dans lequel la mort était la règle et la survie l'exception. Sur des temps de génération très courts, comme les petites souris par exemple, le vivant, alors, ma réponse va peut-être pas vous satisfaire parce que comme nous sommes en général égocentrés, la mort est un scandale pour nous en tant que personne. Mais au niveau du lignage généalogique en biologie, au niveau du lignage, la mort est la garantie de survie du lignage. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Je vous prends un exemple dans la zone interdite de Tchernobyl, où vous avez des petits rongeurs qui sont apparentés très directement à des souris, qui ont subi évidemment des radiations importantes, qui ont subi des taux de radicaux libres dans leurs cellules très importantes. Bref, ils ont été soumis à pas mal d'agents mutagènes. Et ces souris ont eu un temps, ça a été étudié, elles ont un temps de vie individuel raccourci. Donc elles vivent moins vieilles parce qu'elles s'en prennent plein, quoi. Mais en même temps, le lignage a favorisé celles d'entre elles qui avaient des reproductions de plus en plus précoces. Alors déjà que le temps de génération est très court chez ces organismes-là, c'est de l'ordre de moins de 3 mois. Donc c'est quand même un temps de génération. Plus le temps de génération est rapide, plus le lignage a de bonnes capacités adaptatives à l'échelle de la population. Le temps de génération raccourci, l'accès de l'âge à la reproduction raccourci, des souris qui sont pas en bonne forme, qui sont mal en point, mais finalement, au fur et à mesure, le temps passant, eh bien, le lignage a fini par s'adapter à des taux de radiation importants, au prix d'un nombre de morts accru. Donc oui, il y a des organismes vivants qui peuvent survivre à des taux de radiation importants, mais il y a un prix à payer, en effet. Ouais. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes de la... Oui, c'est là, mécanismes de la thérapie génique, s'il vous plaît. Alors, ce qu'on appelle thérapie génique, le mot n'est pas récent, il date des années 80. C'est guérir en corrigeant un problème génétique qui est en général dû à une déficience dans un gène. Alors il y a plusieurs manières de faire ça. Les premières expériences de thérapie génique en France ont été effectuées par Alain Fischer au début des années 90 chez des enfants qui étaient déficients du système immunitaire, qui avaient une maladie qu'on appelle le SCID. Ils n'avaient plus du tout de système immunitaire et donc c'était les fameux bébés bulles. Ils étaient obligés d'être gardés dans une atmosphère confinée et absolument dépourvus de tout micro-organisme parce qu'ils étaient incapables de se protéger contre ça. Et donc ce qu'Alain Fischer et son équipe ont fait à l'époque, c'est de corriger, d'envoyer dans les cellules de ces enfants un gène, particulièrement dans les lymphocytes, c'est-à-dire les cellules du système immunitaire, envoyer le gène, ce qu'on appelle sauvage, c'est-à-dire le gène qui fonctionne, en remplacement du gène mutant, du gène déficient. Donc ça a été fait avec succès à l'époque. Alain Fischer et son équipe ont traité 20 bébés bulles. Il y en a 16 qui ont été guéris. Il y en a 4 qui ont développé un cancer parce que le gène est allé se mettre à un endroit où il n'aurait pas dû se mettre dans le génome. Et sur les 4, il y en a 3 qui ont guéri, il y en a un qui est décédé. Il y a des expériences similaires qui ont été menées aux États-Unis exactement à la même époque. Et donc à cette époque-là, on s'est rendu compte que d'un côté c'était formidable parce qu'il y avait 16 enfants qui avaient une vie normale, qui ont pu avoir une vie normale, mais il y a eu un décès. Et donc en fait les chercheurs se sont remis au travail et des deux côtés de l'Atlantique, tout le monde a essayé d'améliorer la manière dont on pouvait accéder à des méthodes de thérapie génique et dont on pouvait mettre en place cette thérapie génique. Donc maintenant il y a des outils qui existent, qui sont... Donc vous avez peut-être entendu parler, même à la télévision, on en a parlé, des outils qu'on appelle CRISPR, qui permettent effectivement de modifier le génome, théoriquement de manière unique, à un endroit bien précis. En fait, quand on fait des expériences, on se rend compte que c'est pas aussi efficace que ça, et c'est pas aussi fidèle que ça, et qu'on va parfois modifier un autre endroit du génome qu'on n'avait pas prévu de modifier. Voilà. Donc c'est ça, l'idée de la thérapie génique, c'est
guérir quelqu'un soit en apportant un gène de l'extérieur, soit en modifiant un gène qui est déficient, avec des outils bien particuliers. Mais pour l'instant, il y a encore un certain nombre d'étapes importantes à franchir avant qu'on puisse imaginer en faire un médicament qui pourrait guérir des tas de gens. On en est très 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 loin, et dans toutes les maladies à ma connaissance. Bonjour. Si on veut légiférer par rapport à CRISPR-Cas9, est-ce qu'on a les moyens techniques de reconnaître un individu dans lequel il y a eu une manipulation par CRISPR-Cas9 d'un individu où il y aurait eu une mutation spontanée? Alors ça, c'est une question, enfin tout le monde réfléchit à ça à l'heure actuelle. Parce que ces individus ou ces animaux ou ces plantes modifiées par CRISPR-Cas9 peuvent l'être sans laisser de traces dans le génome. Jusqu'à présent, ce qui a été fait la plupart du temps, c'est qu'on envoyait un gène et donc on voyait les traces des modifications qui avaient été faites. Maintenant, on peut imaginer arriver à ne pas laisser de traces dans le génome. Et donc ça pose les questions dont on discute à l'heure actuelle, et pas uniquement au niveau scientifique, au niveau aussi politique, réglementaire. Est-ce qu'il faut distinguer les OGM qui ont été des organismes génétiquement modifiés, qui ont été modifiés par les techniques traditionnelles, et ceux qui ont été modifiés par les techniques qui ne laissent aucune trace, et comment on légifère là-dessus? C'est des choses auxquelles tout le monde réfléchit en ce moment, et donc c'est un discours qui est actuel, et bon, j'ai pas de... Voilà, il faut se mettre autour d'une table, réfléchir et voir si on légifère et comment on légifère, et de la façon la plus intelligente possible. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler en 2 mots ce que sont ces techniques de CRISPR? En gros, ce sont ce qu'on peut appeler grossièrement des ciseaux moléculaires, c'est-à-dire qu'on envoie dans la cellule une protéine, pour faire simple, qui va aller couper l'ADN à un endroit bien particulier, et on peut fournir en même temps un autre bout d'ADN qui va servir de recopie. Donc le chromosome coupé va utiliser la copie d'ADN, et on va donc pouvoir modifier. Par exemple, on peut modifier une seule base dans le génome comme ça, en théorie. Alors ça marche sur les génomes simples, sur la levure par exemple, sur les génomes complexes, comme les génomes de plantes ou les génomes humains. Évidemment, c'est un peu plus compliqué d'être sûr qu'on a modifié qu'une seule base dans le génome. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est un ciseau qui va aller couper l'ADN et qui va permettre, en réparant, de modifier la séquence du génome. Bonjour, moi je voulais vous demander si on savait si l'homme évoluait toujours par sélection naturelle. Parce qu'on sait qu'on est peut-être un peu plus grand qu'on l'était il y a quelques siècles. Comment on sera dans 10, 100, 200 ans? Oh que oui. Oh que oui, l'humain continue à évoluer par sélection naturelle. Alors, je peux aborder la chose par les publications récentes. En 2019 ou 2018, il y a un gros article de synthèse qui est paru dans le journal vitrine Nature, où on a balayé sur 3000 génomes humains les marques de sélection. On ne peut pas expliquer techniquement ce truc-là en un temps si court, mais on peut détecter ceux des régions du génome sur lesquelles il y a eu de grosses pressions sélectives dans le passé. Et le bilan de tout ça, quand on balaye 3000 génomes humains sélectionnés dans différentes parties du monde, et qu'on compare, et qu'on regarde où est-ce que dans le passé il y a de grosses marques sélectives, une grosse partie de ces marques sélectives sont associées à des gènes qui ont un rôle à jouer dans la défense immunitaire et dans la lutte contre le parasitisme. Alors ça peut vous sembler bizarre parce qu'en effet on a tendance à l'oublier, mais le parasitisme est une grande donnée biologique. Il n'y a pas un individu biologique là dehors qui ne soit pas parasité. Ça n'existe pas. Dans la salle? Pardon? Ah bah, je suis sûr qu'au moins l'un d'entre vous porte des parasites, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, en effet, nous vivons, rappelez-vous simplement que depuis moins de 100 ans, nous vivons ici en Europe occidentale dans un paradis sanitaire par rapport à ce que l'humanité a dû supporter comme charge parasitaire dans le passé. Je vous rappelle aussi que
en zone intertropicale, la première cause de décès humain, tout pays confondu, dans la zone intertropicale, la première cause de décès, ce sont des décès associés aux maladies parasitaires. Et j'inclus dans les parasites les virus, bien sûr. On n'associe pas ces idées-là, mais de toute évidence, du point de vue biologie, c'est associé. Covid-19, c'est du parasitisme. Vous avez un virus qui utilise vos cellules pour... alors il n'y a pas de pour, mais utilisant vos cellules, il se multiplie lui-même. Et donc on est là dans une situation typique de parasitisme. Comment dire, l'attaque virale, c'est l'utilisation par un dispositif moléculaire qu'on appelle un virus. C'est fait de morceaux de briques et de broc de là où sont passés les virus avant. C'est complètement hétérogène. Ça transfère des morceaux de gènes d'une espèce à l'autre. Enfin, les virus sont des ponts à hybridation formidables en biologie. Les virus, depuis que le vivant existe, sont de formidables parasites et ils continuent d'être efficaces. Toujours est-il que on oublie, nous, les Occidentaux, que nous vivons dans un paradis sanitaire et que, en zone intertropicale, les maladies parasitaires restent la principale pression de sélection sur les populations humaines. Alors oui, madame, en effet, l'humain continue à subir les mêmes vieilles pressions de sélection qu'il a toujours subies, à savoir, en premier lieu, les charges parasitaires. Et c'est pas prêt de s'éteindre. Le paradis sanitaire dont je parle, il ne concerne que moins de 20% de la population mondiale. Si vous parlez de l'évolution d'une espèce, vous devez prendre toute la population de toute l'espèce en compte. Et en effet, 80% de l'espèce humaine, démographiquement, 80% de l'espèce humaine continue à subir des décès de charges parasitaires que nous, on a oubliés en Occident. Donc oui, on continue à subir les mêmes vieilles pressions de sélection. Rien ne change particulièrement. Le mirage technophile qui consiste à dire que par la technologie, on va changer l'évolution de l'humain. Moi, en tant que biologiste, je peux vous dire, j'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas un seul instant. Le transhumanisme, dans son expression la plus exacerbée, ou même la peur qu'on a des manipulations génétiques humaines, ça ne changera pas le devenir évolutif de l'humain. Si vous voulez parler du changement d'un devenir évolutif, vous devez prendre en compte la démographie de l'espèce. Et tous ces dispositifs technologiques ne sont accessibles qu'à une partie minoritaire de l'humanité. Alors, si j'ai bien entendu la remarque, sans charge parasitaire, il n'y aurait plus de sélection naturelle. Alors si, il en reste, j'ai pas tout dit de l'article dans Nature dont je parlais tout à l'heure, les maladies parasitaires font partie des causes principales sélectives d'un passé récent. Mais il y en a d'autres. Il y a des causes sélectives liées à des adaptations locales des populations humaines, notamment ces populations humaines qui vivent dans des atmosphères raréfiées en dioxygène. Et là, on a des marques sélectives très fortes sur tout ce qui tourne autour des gènes des globines, par exemple, et l'ensemble du système physiologique qui permet de transporter le dioxygène vers les mitochondries, enfin vers le lieu d'efficacité biochimique. Donc il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais les maladies parasitaires, je l'aime bien ce truc-là parce que ça nous remet un petit peu la tête sur les épaules, c'est-à-dire en gros un peu d'humilité. L'humanité que nous vivons là, ici aujourd'hui, elle est minoritaire, à la fois dans l'espace et dans le temps. Au-delà de l'aspect moral et du désir qu'on pourrait avoir d'aider ces populations à vivre mieux, tu parlais tout à l'heure de degré de liberté supplémentaire et de robustesse. Est-ce que le fait qu'on ait effectivement toujours une pression parasitaire sur certaines parties de l'humanité est positif ou négatif pour l'évolution de l'espèce ? Alors voilà, c'est une bonne question parce que ça me permet de travailler la question des échelles en biologie, c'est très important. Si vous raisonnez en tant qu'individu, forcément, c'est négatif. On n'a pas envie d'être parasité. On l'a tous été. Hein. Rappelez-vous, levez la main dans la salle ceux qui n'ont jamais eu de poux à l'école. Bon, ça va, il n'y a pas de menteurs. Ah si, il y a 5 menteurs dans la salle. Non, je blague. Non, mais si ce n'est pas des poux, c'est des puces. Vous avez eu des chats ou des chiens et vous avez bien vu que tout de suite les puces rappliquent. Tiens, la puce du chat, elle est ubiquiste. Hein. Cténocéphalides felis, ça pique le chat, mais de temps en temps, ça pique l'humain aussi. Moi, j'ai eu des puces de chat sur moi, voilà. Ayant eu un chat à poil long à une époque de ma vie. Bref. Donc,
Si on se place à l'échelle de l'individu, on n'a pas envie d'être parasité. D'ailleurs, on n'a pas envie de mourir non plus. La mort est un scandale, bien sûr. Mais la biologie, si on la prend au sérieux, elle nous décentre systématiquement. On fait un pas de côté et il faut regarder ce qui se passe à l'échelle de... Ça, c'est le coup de génie de Darwin, hein, c'est vraiment ça. C'est d'avoir accepté de laisser un instant l'individu et de faire un pas de côté et de regarder ce qui se passe à l'échelle de la population. Et je suis désolé de vous le dire, mais pour qu'une population se maintienne sur des espaces de temps qui, à nos échelles, sont celles de 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années, pour qu'une population se maintienne, il faut qu'il y ait des morts. Alors désolé de vous le dire, justement, ça fait scandale parce que nous sommes autocentrés naturellement. Et je ne le conteste pas que nous soyons autocentrés. Moi non plus, j'ai pas envie de mourir, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais quand on est biologiste, il faut faire abstraction et arriver à comprendre, pour arriver à ce qui résulte à l'échelle de la population, eh bien, ce qui est bon pour l'individu n'est pas toujours bon pour le lignage. Surconsommer, par exemple, n'est pas bon pour le lignage. Mais ce qui est bon pour le lignage n'est pas nécessairement bon pour l'individu. Pour qu'un lignage ait son assurance vie, entre guillemets, pour des conditions d'environnement de demain, eh ben, il faut qu'aujourd'hui il y ait des morts. Et ça, l'individu, il ne le supporte pas. Donc le parasitisme, c'est pas bon si je me raisonne à l'échelle de l'individu. À l'échelle du lignage, le parasitisme, alors je ne sais pas quelle métaphore utiliser, mais disons que ça fait partie de ces contraintes, hein, que l'environnement fait peser sur les populations, qui les rendent tout de même aptes, capables de vivre dans un milieu donné à un instant donné. Je ne dirais pas que le parasitisme soit nécessairement négatif pour le lignage. Et là, je suis toujours trop bavard, donc je termine mon explication. Il y a au moins un point pour lequel le parasitisme est bon pour le lignage, c'est que c'est à partir du parasitisme qu'on fait du mutualisme. Alors pour expliquer ça, c'est que le parasitisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une association de deux espèces à bénéfice déséquilibré. L'un tire avantage pour son propre lignage de l'exploitation qu'il fait de l'autre. L'autre, non, il ne tire aucun avantage. Mais parmi les hôtes du parasite, nous, les hôtes, nous, votre chat, votre chien, ceux qui sont capables, un tout petit instant, d'arriver à tirer parti de la présence du parasite, vont mieux s'en tirer sur le long terme, si cet avantage est transmissible, ils vont mieux s'en tirer sur le long terme que ceux qui ne tirent pas avantage. Et les biologistes modélisent l'origine du rapport mutualiste, c'est-à-dire association à bénéfice équilibré, d'une situation au départ de parasitisme. Il est bien possible que la première cellule bactérienne qui est, il y a 2 milliards d'années, qui soit rentrée dans une cellule à noyau, il est bien possible que c'était été au départ une situation de parasitisme, et à force de vivre ensemble, on finit par tirer bénéfice mutuel, et c'est ce qui fait nos mitochondries, c'est-à-dire nos petites centrales énergétiques cellulaires, qui, je vous le rappelle, ont une origine bactérienne. Hein, et vous êtes, chacun d'entre vous, vous êtes un consortium d'organismes. Chacune de vos cellules contient des organites d'origine bactérienne, et dans votre tube digestif, je ne vous dis pas, c'est un festival, c'est ce qu'on appelle le microbiote. Vous ne pourriez pas vivre sans votre microbiote, et votre microbiote ne pourrait pas vivre sans vous. Donc oui, le parasitisme à l'échelle de la population est positif, ouais, à terme. Merci. Vous le rappeliez tout à l'heure, la modification des gènes, c'est compliqué, mais ça reste un sujet qui fait peur. Actuellement, l'éthique, c'est plus un frein, un accélérateur ou un cadre, et dans quelle dimension elle évolue actuellement? Merci. L'éthique, c'est ça la question? Oui, exact. Oui. Alors, faut pas que ça fasse peur, hein, comme l'a dit Guillaume. Bon, déjà, on fait pas n'importe quoi. On est parfaitement conscient des limites des technologies, des techniques qu'on utilise. On fait pas n'importe quoi. Donc, faut pas avoir peur de ça. Maintenant, éthiquement parlant, les choses évoluent assez rapidement en ce moment. Il y a une grosse réflexion en Angleterre et aux États-Unis. Ça commence un peu en France, mais bon, on est quand même un peu en retard par rapport à nos collègues anglo-saxons sur la réflexion en bioéthique. Et au Canada aussi, il y a des choses. On réfléchit beaucoup à ce genre de questions. Et puis récemment, vous avez sûrement entendu parler. Donc, pour faire court, il y avait 2 limites à la modification des génomes. Et la première limite, c'était la limite somatique versus cellule germinale.
Donc l'idée, c'était on ne touche pas aux cellules germinales. On ne peut modifier que le génome somatique, c'est-à-dire le génome qui n'est pas spermatozoïde ou ovule, le génome qui ne se reproduit pas. Et la deuxième limite, c'était on n'essaie de traiter que des maladies pour lesquelles il n'existe aucune thérapie à l'heure actuelle. C'était les deux limites que les biologistes avaient décidé de s'imposer eux-mêmes. D'accord ? Et en fait, ces deux limites ont été explosées il y a 3 ans par un professeur chinois, He Jiankui. Vous avez entendu parler de ça, évidemment, ça fait scandale dans la presse, qui a modifié 3 embryons pour les rendre résistants, entre guillemets, au virus du HIV, au virus du sida, au HIV. Alors, il a d'un seul coup explosé les deux limites, parce qu'il a fait une modification d'embryon, donc modification qui éventuellement va se transmettre aux cellules germinales, si la modification est arrivée suffisamment tôt dans le développement de l'embryon, et en même temps sur une maladie pour laquelle il existe une prophylaxie extrêmement efficace, qui est le port du préservatif, et même au cas où on tomberait malade, des thérapies qui ont montré leur efficacité. Donc ça, évidemment, il a explosé les deux limites d'un seul coup. Alors, c'est ce qui a été annoncé dans la presse. Moi, personnellement, je n'ai pas lu d'article scientifique décrivant exactement la modification de ces embryons et les données scientifiques qui montreraient que ça a été effectivement le cas. Et ces données ne seront jamais publiées dans un article scientifique, dans une revue internationale, parce que les revues internationales ne publient pas d'expériences illégales. Mais par exemple, on pourrait penser que ces expériences sont déposées sur un site en ligne, sur une archive, et qu'on pourrait consulter cette archive et voir si ces modifications ont effectivement bien eu lieu, et comment elles ont eu lieu, et si le reste du génome a été modifié, toutes les questions qu'on peut se poser dans ce cas-là. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas si ce qui a été annoncé dans la presse est vrai, et si ces modifications ont vraiment eu lieu dans ces embryons. Mais en tous les cas, ça a jeté un énorme pavé dans la mare, parce que d'un seul coup, ce gars-là a brisé les deux limites qu'on s'était tous posées. Donc voilà, donc on continue à réfléchir à ça, et oui, donc la bioéthique, c'est super important. Il y a des tas de gens qui réfléchissent à ça, mais encore une fois, on est un peu en retard sur nos collègues anglo-saxons en France, et c'est un peu dommage. J'espère qu'on va réussir à rattraper un peu ce retard. Je crois que ce sera le mot de la fin. C'est une conclusion. Il y a un mot de la fin. Il y a un mot de la fin. Rassurez-vous, ce qui vous détermine est beaucoup plus que la somme des gènes qui sont les vôtres. Rassurez-vous. En tout cas.